Connais-tu le design RH? C'est une nouvelle méthode de conception pour transformer, impacter une entreprise au sein des services RH qui est proposée par Catel. En écoutant l'épisode jusqu'à la fin, tu comprendras que le design peut être utilisé dans les différentes couches d'une entreprise, même dans la vision ou dans la stratégie. Et que Catel délivre aussi un message pour dire que le design ne s'arrête pas juste à la conception, aux interfaces. Allez, c'est parti pour cet épisode inspirant. Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute. Salut Catel, comment vas-tu? Salut Laurent, ça va très bien et toi? Oui, très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu te trouves ou dans quelle partie du monde tu te trouves? Bien sûr, alors moi je suis à Aix-en-Provence. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu fais de beau alors là-bas? Alors moi je suis designer RH pour les entreprises et j'enseigne aussi auprès des écoles. D'accord, ok. Est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît? Bien sûr, donc je suis designer RH. J'ai créé ce métier il y a 3 ans, à peu près à la jonction donc des RH et du design d'expérience, pour aider les équipes et les organisations à innover et à se transformer. D'accord, Aujourd'hui, je mets vraiment le design au service des RH, que ce soit en termes d'état d'esprit, de compétences, de démarche aussi et de méthodologie, pour vraiment les accompagner dans leur stratégie et la création de leur processus. Donc voilà, aujourd'hui, je suis vraiment certaine que en tant que RH, une autre posture est possible. Et j'aime bien cette phrase qui dit qu'on peut transformer les contraintes en opportunités, les insatisfactions en inspiration et les échecs en leçons pour soi-même et pour les autres. d'accord. Ça vient de qui, cette phrase? Ça vient d'un livre que j'ai lu sur le design un jour. D'accord. Voilà, je serais incapable de donner le nom de l'auteur, mais en tout cas, ça m'a marqué et je trouve que ça s'applique bien à mon métier aujourd'hui. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux me dire un peu de quoi on va parler dans cet épisode alors? Bien sûr. Alors moi aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous expliquer comment j'ai appliqué et comment j'applique toujours le design RH dans les entreprises. Dans cet épisode, je vais vraiment vous expliquer quelles ont été les étapes de mon accompagnement pour une entreprise en particulier et de quelle manière aussi j'ai utilisé la méthodologie du design thinking, mais pas que. Parce que le design RH ne se réduit pas que au design thinking, mais à une dimension aussi beaucoup plus globale. Et le fait de faire entrer pour moi vraiment aujourd'hui le design par la fonction RH dans l'organisation lui donne justement une dimension stratégique un peu plus importante. D'accord, ok. Et pourquoi tu voulais parler de ce sujet en fait dans Design Plus alors? C'est important pour moi aujourd'hui de m'adresser à des designers parce que c'est un milieu que j'aime beaucoup, que je trouve très inclusif. Je trouve que c'est vraiment un milieu qui m'a bien accueillie malgré le fait que le design ne soit pas mon métier et ma formation initiale. Ouais. Mhm. Et c'est vraiment important, du coup, c'est d'autant plus important pour moi aujourd'hui de pas dénaturer ce métier et de venir au contraire l'enrichir de par ma vision, mon expérience. Et je me suis très vite entourée de designers. Je fais partie d'associations comme Women in Design que j'aime beaucoup, ou encore Designer Plus sur la région Rhône-Alpes. Et c'est quelque chose qui est presque devenu identitaire finalement pour moi, ce métier de designer, comme si c'était important pour moi de travailler avec eux pour les RH. Voilà, je travaille avec les designers et pour les RH. Donc j'arrive à mixer les deux. D'accord, ok, très bien. Et alors, est-ce que tu pourrais nous donner, pour rentrer un peu plus dans le sujet, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte pour comprendre la méthodologie finalement que tu as mise en place? Oui, bien sûr. Alors c'était en 2022 que j'ai eu cette opportunité de pouvoir travailler avec une entreprise dans le secteur de la mode et du textile. On était dans les années encore post-Covid en 2022, avec un secteur de l'habillement qui avait pas mal souffert du Covid et qui avait chuté d'environ 7% en fait depuis. Donc c'est vraiment dans ce contexte que cette entreprise m'a demandé d'intervenir en tant que designer RH et de pouvoir les aider sur une problématique qu'ils avaient à l'époque de réengagement et de fidélisation de leurs équipes créatives. À ce moment-là, le taux de turnover était assez important, il était de 12%.
Et l'objectif vraiment de la direction, donc c'était vraiment de pouvoir les réengager dans les projets. Je suis intervenue dans un contexte donc d'entreprise où il y avait déjà un service RH en place. Et ils ont vraiment fait appel à moi par rapport à ma posture un peu différente de facilitatrice, ma bonne connaissance forcément des enjeux RH et ma méthodologie de résolution de problèmes centrée sur les collaborateurs et leurs besoins. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quel est le déroulement de ton intervention alors ? Alors, mon intervention s'est déroulée en 3 étapes, avec la première étape qui était la phase d'empathie. La seconde étape qui a été les ateliers, donc 5 ateliers plus précisément, D'accord. et qui ont été mis en place. Et la dernière et troisième étape, ça a été la conception d'une capsule sous forme de podcast, voilà, dont je vous parlerai à la fin. D'accord, ok. Et alors, dans cette première partie, donc tu le citais à l'instant, c'était la phase d'empathie. Alors, qu'est-ce que tu as fait concrètement alors ? Alors, la phase d'empathie, déjà, elle a été mise en place une fois qu'on a eu le brief, une fois que le brief avec la direction a été fait et qu'on a pu identifier la problématique à traiter. D'accord. Donc, dans ce cas de figure, c'était le désengagement des équipes créatives. Et après avoir échangé avec la direction, on a choisi un échantillonnage de personnes dans les équipes créatives et financières, parce que ce qui comptait à ce moment-là, c'était vraiment d'aller chercher la diversité en termes de points de vue et les extrêmes aussi, c'est-à-dire les points de vue positifs et les points de vue négatifs sur l'entreprise et sur ce qui se passait. D'accord. Donc ça a vraiment été la première étape, de cette phase d'empathie. Et ensuite, on a créé les interviews. Donc pour aller les interroger, capter ce qu'ils ressentaient, comment ils travaillaient et dans quel environnement de travail aussi ils évoluaient. D'accord. Donc ça a été vraiment une première étape cruciale et vraiment très importante parce que je pars du principe qu'on peut pas s'engager sur des stratégies si les fondements d'une situation n'ont pas été bien compris. Et il était vraiment important pour moi de comprendre ce qui dysfonctionnait pour pouvoir ensuite co-créer quelque chose qui fonctionnait avec les équipes. D'accord. À ce moment-là. D'accord. Est-ce que t'avais en termes de délai sur cette première phase, tu t'étais fixé déjà un nombre de jours, j'imagine. Ouais. Et ça a duré combien de jours à peu près ? Écoute, ça s'est fait sur 3 jours. D'accord, ok, d'accord. Donc assez rapide, d'accord. Ok, je te laisse continuer. Ouais, assez rapide. Et ça s'est fait sur 3 jours. Donc ça comprenait donc le brief, les interviews et puis la restitution après des interviews à la direction. Justement, quand on parle de restitution, ce qui a vraiment émergé de toutes ces interviews, de tout ce travail-là qu'on a pu faire, ça a été les besoins qui ont vraiment été identifiés, donc les besoins des équipes créatives et financières, D'accord. qui ont vraiment été identifiés, qui nous ont permis ensuite de pouvoir construire quelque chose de cohérent. Et ces besoins, il y a eu différents types de besoins identifiés. Il y a eu des besoins expressifs, vraiment un besoin de pouvoir échanger, de pouvoir parler librement, partager ses idées, autant à son manager qu'à d'autres services dans l'entreprise. D'accord. Ça a été aussi des besoins de progression et de confiance, le besoin de vraiment sentir qu'ils pouvaient progresser, qu'ils avaient vraiment qu'on avait confiance en eux par rapport à leur capacité à relever des défis et à être autonome aussi dans des prises de décision. On a eu aussi le besoin de reconnaissance qui revient assez souvent, donc c'est vraiment ce sentiment d'appartenance, quoi. Ouais. Voilà, et de valeur qui était important pour eux, et aussi au-delà de ce besoin de reconnaissance pour les équipes créatives, ce besoin d'arrêter d'être stéréotypés. Pendant les interviews, moi, il y en avait qui me disaient que c'était assez frustrant pour eux quand ils croisaient en fait une personne, par exemple du service financier, qu'ils avaient envie et aussi besoin de parler du budget en fait des collections, etc. Et que la personne en face leur parlait de leur couleur de cheveux. Et ça, c'est vraiment arrivé. Et il y a vraiment ce stéréotype du métier créatif, qui peut pas avoir, qui est pas stratégique finalement. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment ressorti dans les interviews. Et puis enfin le besoin d'accessibilité, et ça c'est important, et on verra un peu comment nous on a travaillé ce besoin-là. C'était vraiment le besoin aussi d'avoir accès facilement à certaines informations et à ce que l'échange et la transmission des compétences au sein de l'entreprise soit beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. D'accord. Donc voilà, vraiment ce qui est ressorti de très important. D'accord. Ok. Donc à travers ces besoins identifiés, je me suis rendu compte que le vrai problème, c'était
pas le désengagement des équipes créatives, comme celui-ci avait été avancé au début par la direction, mais qu'en fait c'était plutôt le désengagement était plutôt la conséquence du clivage entre les équipes créatives et les équipes business. Donc l'enjeu, là, c'était vraiment au-delà du fait de les réengager dans les projets, de pouvoir leur redonner de l'autonomie et du poids dans les décisions et dans la stratégie d'entreprise. Et pour ça, vraiment, vraiment les rapprocher du business. D'accord. Est-ce que les besoins que tu as cités précédemment, c'est quelque chose que tu retrouves régulièrement dans d'autres expériences avec d'autres entreprises? Alors, le besoin, oui, il y a certains besoins qu'on retrouve. Le besoin d'accessibilité, on peut le retrouver par rapport à des sources d'infos, voilà, des choses qu'on a envie, des informations et des connaissances auxquelles les gens ont envie d'avoir accès plus facilement. D'accord. La reconnaissance, on l'a vu aussi. Après, il y a d'autres besoins qui sont vraiment spécifiques d'entreprises qui travaillent avec des créatifs. D'accord. Donc ça peut être, là c'était dans le domaine du textile et de la mode. Moi je l'ai beaucoup retrouvé aussi dans l'univers du gaming chez Ubisoft à un moment donné. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment ça peut être vraiment des besoins vraiment propres à ce type de métier-là. D'accord. Donc là, on vient de parler de la première partie. Maintenant, on arrive sur la seconde partie de ton intervention. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette seconde partie? Alors, cette seconde partie, c'est vraiment là, à partir de ce moment-là, qu'on rentre déjà dans le processus de conception. Donc, cette seconde partie, c'est le processus de conception de la solution. Et donc, comment on l'aborde? On l'aborde en mettant en place plusieurs ateliers. Donc moi j'ai mis en place 5 ateliers. J'ai travaillé avec un groupe donc pluridisciplinaire d'environ 8 collaborateurs. Donc il y avait c'était vraiment mixé donc toujours entre les équipes créatives et les équipes financières. Et on n'avait pas forcément les mêmes personnes que dans l'échantillon de départ pendant la phase d'empathie et pendant la phase d'interview. D'accord. Donc on a pu aller chercher à ce moment-là d'autres personnes pour créer cette équipe-là. Et donc la volonté, c'était vraiment de les intégrer complètement au processus de conception et de co-créer avec eux lors de ces ateliers. Donc le premier atelier, ça a été la création de la carte d'empathie. Donc du persona, du créatif, donc d'un persona qui représentait vraiment donc le créatif de manière assez générale et le persona du financier. Donc l'objectif là, c'était vraiment d'aller encore plus comprendre ce qu'ils vivaient, comment ils interagissaient en fait entre eux, avec leur environnement, dans l'entreprise. Et c'était vraiment l'idée, c'était vraiment là d'aller vraiment puiser dans les émotions qu'ils pouvaient ressentir et même de les ressentir moi-même pour vraiment me mettre complètement à leur place. D'accord. Donc ça a été vraiment le premier atelier qui a duré à peu près, ça on l'a fait sur 1 heure, cet atelier-là. Ensuite, j'ai mis en place un atelier de cartographie des émotions. Donc celui-là, il avait duré à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Donc la cartographie des émotions, mon objectif là, c'était vraiment d'aller plus loin encore dans les prises de conscience de ce qui pouvait être amélioré et toujours dans l'objectif de pouvoir créer une meilleure expérience employée. Donc autant pour les équipes créatives que pour les équipes financières. Donc là, la cartographie des émotions, on a vraiment déterminé 4 sphères ensemble sur lesquelles on allait travailler. Donc la sphère managériale, la sphère projet, la sphère communication et la sphère stratégie. Et on a identifié pour chacune de ces sphères les émotions ressenties, individuellement et collectivement. Donc par les créatifs et par les financiers. L'objectif là, c'était vraiment toujours en lien avec le travail en fait précédent. C'était vraiment de découvrir la zone aveugle, c'est-à-dire voilà de changer de perception et de pas se dire qu'on allait découvrir ce qu'on sait déjà, mais qu'on allait et pas valider en fait quelque chose qu'on savait déjà, mais vraiment qu'on allait découvrir ce qu'on ne savait pas et ce que même ne savaient pas sur eux. Donc c'était vraiment voilà pousser le travail de compréhension beaucoup plus loin. Et c'est vraiment d'ailleurs à ce stade-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de méconnaissances. Ils avaient beaucoup de méconnaissances finalement sur eux-mêmes, sur leurs valeurs, sur leurs besoins, sur la manière en fait dont ils avaient besoin justement d'évoluer et d'être en interaction avec leur milieu professionnel. Et c'est ce qui venait vraiment tellement impacter finalement leur posture vis-à-vis des autres, dans leurs relations, et qui faisait que souvent ils subissaient les choses, les projets, les relations avec les autres, plutôt que d'en être vraiment acteurs. D'accord. Donc ça nous a vraiment permis de découvrir ça.
D'accord. Ça veut dire que, par exemple, cet atelier, la cartographie des émotions, c'est un point important dans ta démarche pour comprendre les émotions en fait de chaque individu ou de chaque groupe d'individus. Oui, tout à fait. Alors c'est quelque chose que je fais pas systématiquement. D'accord. C'est pas un atelier que je fais systématiquement dans ce processus-là, mais là je trouvais que c'était important d'aller encore plus loin parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans les besoins qui avaient émergé, il y avait vraiment des besoins qu'on retrouve sur les métiers par rapport aux métiers créatifs, sur vraiment cette sensation de pas être valorisé dans son travail, de pas être, de pas toujours avoir une posture en fait de leader. De vraiment de D'accord. cette notion de leadership en fait voilà qu'ils n'ont pas forcément d'être trop stéréotypés et on le retrouve finalement dans le milieu du design mais les stylistes là c'était pareil, c'est-à-dire fais-nous quelque chose de joli et puis ça ira très bien comme ça, mais on voit pas tout. Voilà, il y a pas que ça en fait, ça s'arrête pas là. Ouais, Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu la mettre en place en plus pour aller beaucoup plus loin dans ce processus là. Donc ça, par exemple, cet atelier, ça veut dire que quand il y a vraiment un gros problème entre guillemets dans une entreprise, là c'était effectivement le départ des stylistes ou des designers. Ça veut dire que là, à ce moment-là, tu mets cet atelier en place, c'est ça? Oui, exactement. Je le mets en place. Et d'ailleurs, ils sont très étonnés parce que finalement, c'est très rare qu'on aille leur demander de quoi ils ont besoin. Ouais, d'accord. Ou alors on leur demande, mais on a déjà la solution. Ouais. Là, on va leur demander, mais voilà, on sait pas, on connaît pas la solution, et on va vraiment chercher ce dont ils ont vraiment vraiment besoin, et vraiment c'est souvent étonnant pour eux cette démarche-là. D'accord, ok. Je te laisse continuer. Oui, il y avait un autre atelier, je crois que tu voulais nous parler, effectivement. Ouais. Oui, c'est ça. Donc à la suite de ça, moi j'ai mis en place un troisième atelier. Donc là, on est toujours, très proche de la méthodologie du design thinking dans ce que je fais, et donc dans cette partie qui s'appelle donc la partie d'idéation. Et ce troisième atelier, c'est un mapping de compétences. Donc voilà, parce que en fait, on perd pas de vue quand même que l'objectif de ce processus que je suis en train de co-construire avec donc ces collaborateurs là, c'est vraiment pour trouver une solution finale et pour mettre en place et développer des compétences qui vont pouvoir leur permettre justement de réduire ce clivage entre eux et les équipes financières. Donc voilà, je réexpliquerai un peu tout ça. Mais là, c'était un mapping de compétences qui a duré à peu près 3 heures. Donc j'ai fait le lien entre les émotions ressenties et les compétences à développer, moi ce que j'appelle les compétences socio-émotionnelles. Et là on parle vraiment de l'adaptabilité, de la communication, de l'empathie aussi, de l'affirmation de soi. Donc c'était vraiment un atelier vraiment dédié à ça. Donc on a fait un mapping en reprenant les 4 sphères de la cartographie des émotions, et on a imaginé les compétences qui pourraient leur servir et les aider justement à améliorer leur expérience actuelle dans l'entreprise. D'accord. Donc là, l'objectif de ce mapping des compétences, c'est vraiment, et ce qui en est ressorti, c'était aussi de pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir mieux décrypter les comportements des autres, ne pas se cloner, assumer vraiment aussi sa singularité, pouvoir être psychologiquement sécure aussi, pour mieux prendre sa place, s'exprimer, oser être finalement sortir de son précaré et être un peu plus libre, voilà, dans sa communication et puis même dans son métier finalement. Donc bien sûr, ouais. Ça c'était important. D'accord, ok. Et donc à la fin de ces ateliers, qu'est-ce qui se passe alors? Et à la fin de ces ateliers, déjà on s'est rendu compte que ils avaient pu vraiment réfléchir sur leur manière de réagir et d'interagir avec les autres. Il y a vraiment une notion de responsabilisation qui est apparue. Et c'était aussi vraiment mon objectif, c'est-à-dire que moi, mon objectif à travers ces ateliers, c'est pas d'intervenir en one shot, de leur faire prendre conscience, de manière assez superficielle de 2 ou 3 choses qui dysfonctionnent, et après de partir et de leur dire super, je vous ai donné 2-3 clés et puis maintenant vous mettez ça en place. L'idée, c'est vraiment de les responsabiliser dans la démarche et qu'ils attendent pas tout de moi, qu'ils attendent pas tout demain après de leur manager, mais qu'ils aient vraiment la possibilité d'être autonomes dans l'apprentissage de ces nouvelles compétences.
Donc ça, c'est important parce que pour moi, ces ateliers, ils vont pérenniser vraiment mon approche et la démarche dans la manière de penser, dans la manière de travailler. Et du coup, ça impacte directement la culture de l'entreprise. Donc voilà, j'ai un exemple. Plutôt que de se dire tout de suite, bon bah on peut pas faire tel projet, c'est trop compliqué. On va leur dire, ok, bah plutôt que de réfléchir comme ça, re-questionner les choses différemment, en vous disant, ok, bah en fait, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Qu'est-ce qui nous empêche en fait de mettre ce projet en place? Qu'est-ce qui nous empêche de partager telle ou telle idée sur tel projet? Même si nous on est des créatifs et qu'on a envie d'intervenir sur un sujet business, qu'est-ce qui nous en empêche? Donc c'était vraiment d'aller vraiment très loin et d'essayer vraiment d'insuffler une autre logique, une autre façon de penser et puis une autre logique dans la manière de travailler. D'accord. Donc ça, c'était important et voilà. Et donc du coup, à la fin des ateliers, les collaborateurs, ils se sont vraiment approprié cette approche pour après la faire vivre dans le temps et développer vraiment cette culture dans l'entreprise. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que ça, c'était quand ça? C'était quand, ouais, c'est ton intervention? Alors, c'était en 2022. D'accord. Ok. C'était il y a 2 ans. D'accord. Est-ce que 2 ans après, tu as eu des nouvelles? Est-ce que tu parlais de culture d'innovation. Est-ce qu'elle continue à avancer? Est-ce que ils ont mis en place de nouvelles choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça continue vraiment, ils ont continué à développer cette culture de l'innovation, cette culture de partage des idées et c'est vraiment passé par la structure de l'organisation. Donc l'équipe RH a vraiment aussi continué ce travail-là depuis 2 ans à désiloter finalement, c'est-à-dire d'avoir une organisation beaucoup moins en silo, beaucoup moins compartimentée et avec des sujets, des projets transverses entre les différents services. Donc il y a eu beaucoup moins de frustration, beaucoup moins de turnover, et ça a été vraiment en effet l'impact voilà que j'ai pu avoir et l'équipe RH. Alors de temps en temps, j'interviens encore pour vraiment les soutenir dans la prise en main d'outils design, mais ils ont vraiment continué en tout cas à mettre en place cette culture-là. D'accord. Ouais, c'est cool. Ça doit te faire plaisir de voir que Oui. toi, tu as insufflé quelque chose et que ça continue dans le temps. Et que ça continue. Ouais, tout à fait. Exactement. Et je crois que tu avais mis un autre atelier en place, il me semble, ouais, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors là, c'était vraiment pour conclure ce processus-là. Finalement, la conclusion, en plutôt l'objectif de ces ateliers, donc c'était de construire un nouveau processus RH. D'accord. Donc vraiment lié donc aux compétences et pour répondre toujours à notre enjeu de collaboration et de cohésion entre les équipes créatives et business. D'accord. Donc c'est à ce moment-là, c'est lors de ce dernier atelier que l'atelier de remue-ménage inversé, que j'ai mis l'équipe RH dans la boucle. Donc l'équipe RH, elle est vraiment rentrée dans la boucle du processus à ce moment-là. Donc ils ont travaillé justement avec l'équipe sur justement cette logique sur cette logique, cette autre façon de penser, et ils se sont tous interrogés en se disant voilà, bah en fait qu'est-ce qui nous empêche de. Il y a eu 4 points qui ont été mis en avant. Qu'est-ce qui nous empêche de donner notre point de vue sur des sujets business? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre le lead pendant une réunion pour embarquer les autres sur un projet? Qu'est-ce qui nous empêche de nous sentir plus en sécurité et pour prendre notre place et nous exprimer sur des sujets qui nous tiennent à cœur? Et qu'est-ce qui nous empêche de partager certaines problématiques business avec les équipes créatives? D'accord. Donc ils ont vraiment travaillé comme ça sur ces thématiques-là. Donc ils ont pu justement identifier les freins, les obstacles de ce qui pouvait dans la situation actuelle les empêcher d'aller justement vers ça. Ils ont mis en commun ensuite ces obstacles et ces freins et ils ont dû choisir 3 solutions. Donc une solution en lien avec leurs besoins, une autre solution qui était impactante et faisable dans la situation actuelle de l'entreprise et en choisir même une qui n'était pas intéressante. Voilà. Donc ils ont vraiment été au bout de l'exercice de réflexion, voilà, d'apprendre à réfléchir un peu autrement. Et on s'est vraiment aperçu que oui, il y avait beaucoup d'idées préconçues sur le métier des uns et des autres, que finalement le fait de décloisonner les services,
ça favoriserait vraiment la capacité d'observer et de questionner des usages pour en créer de nouveaux. Donc ça a été voilà, c'est vraiment ce qui en a émergé et toujours avec cette idée de redonner vraiment une dimension stratégique aux métiers créatifs pour leur permettre de se sentir plus à l'aise dans les réunions, plus à l'aise dans les projets et de pouvoir prendre le lead plus facilement aussi. D'accord. Mais finalement, je m'aperçois que parce que dans tout ce que tu dis, j'ai l'impression quand même que c'est souvent un problème de peut-être d'attitude, de communication, des groupes les uns avec les autres ou la non-communication en fait. J'ai l'impression que c'est souvent ça, non? Peut-être que tu rencontres, non? Oui, il y a ça et puis il y a pas mal de préjugés aussi. Il y a pas mal de préjugés, il y a pas mal de c'est pour ça que la culture de l'entreprise est importante parce que ça dépend ce qu'on a envie finalement d'y insuffler. Soit en fait on est les uns contre les autres, soit on va travailler les uns avec les autres. Le fait d'aller de plus en plus vers des organisations moins en silo, ça favorise justement ce que tu dis, cette communication et cette collaboration, parce que finalement il y a moins de strates hiérarchiques. Ouais. Donc les projets ils vont plus vite. Finalement la culture de l'innovation dans ce genre d'organisation est plus facile, en tout cas à mettre en place. Mais oui, je confirme tout à fait ce que tu dis. D'accord. Et je crois que tu voulais nous parler d'un dernier atelier que tu avais mis en place. Oui, parce que donc je vous ai parlé des 5 ateliers. Donc une fois qu'on a fait cet atelier de remue-ménage en incluant l'équipe RH, on a décidé de consolider justement les idées et les solutions qui avaient émergé de cet atelier et vraiment de les convertir en une représentation tangible et dans l'action en mappant l'expérience employée. Donc il y a eu un mapping différent, forcément il y a eu une expérience employée pour le créatif et une expérience employée pour le financier. Le fait vraiment de mapper leur expérience, ça leur a permis justement de visuellement de se rendre compte de ce qui pouvait être différent et de comment en fait cette expérience-là pour eux pouvait être améliorée avec tout le travail en amont des ateliers qu'on a pu faire avec eux. Ça a été intéressant aussi parce que c'est des mappings qu'on a présentés ensuite à leurs managers, donc des 2 équipes financières, créatives, N+1, N+2. Et à la suite de ça, il y a vraiment eu un plan d'action qui a été rédigé et mis en place avec le service RH sous la forme du coup d'un nouveau processus. D'accord. Et donc un nouveau processus qu'on a appelé un programme d'expertise talent qui a été directement inclus dans le processus RH de développement des talents et des compétences dans l'entreprise. Et ça a été un programme d'expertise donc qui a été mis en place, qui perdure justement. Tu me posais tout à l'heure la question, mais qui me perdure, toujours aujourd'hui. Donc voilà, donc ça a été plutôt efficace. Et ce programme d'expertise, ça a été la mise en place finalement de binômes. Donc il y a eu des binômes qui ont été composés donc d'un créatif et d'un financier, et chacun avait 2 rôles. Un rôle de leader et un rôle d'expert de son métier. Le rôle de leader, donc j'explique un peu plus. Donc voilà. Donc en fait moi par exemple c'était le créatif. Il arrivait en face du financier. Et il avait donc le rôle de leader et d'expert à tenir. Donc le leader, c'était vraiment le fait d'être à l'écoute des nouvelles idées au sein des équipes, au sein de son équipe, de pouvoir essayer de mettre en œuvre justement ces nouvelles idées à travers des projets, à travers du lead de projets. C'était un peu ça. Et finalement, le fait d'être à l'écoute, d'avancer comme ça de nouvelles idées innovantes, ça continuait finalement à permettre, ça permettait le développement toujours de leur capacité d'écoute, d'affirmation de soi, pour alerter, se projeter, décrypter les tendances, décrypter la stratégie de l'entreprise. Donc on est toujours vraiment finalement en filigrane, toujours dans ce développement-là des compétences pour eux. D'accord. Donc de ces fameuses compétences socio-émotionnelles. Donc à travers tout ce qu'on a mis en place, on a toujours ça finalement en fond. Qui a vraiment été la base, finalement la structure de mon projet. Donc donc ils avaient cette casquette là de leader et la casquette d'expert sur leur métier.
Donc le fait de pouvoir, voilà, le créatif expliquer son métier au financier, expliquer voilà toutes les facettes de son métier, y compris la partie stratégique du métier. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les binômes qui ont été construits comme ça. Et l'objectif, c'était qu'ils puissent se rencontrer. Donc sur plusieurs séances, donc sur 6 séances, ils se sont rencontrés pour pouvoir justement échanger et faire vivre ce programme. D'accord. Quand tu parles des 6 séances, c'est quoi? C'est une séance par mois, tous les 15 jours ou je sais pas? C'est ça. Ça a été une séance par mois. Donc ça a été une séance par mois. Donc un binôme durait 6 mois. D'accord. Et à la fin des 6 mois, les binômes changeaient. L'objectif, c'était que tout le monde finalement participe à ce programme-là. Donc voilà, c'était pas toujours le même binôme qui fonctionnait. D'accord, ok. Et dans cette société, par exemple, il y avait combien de designers? Alors tu sais, c'était les créatifs stylistes. Ouais, d'accord. C'était les stylistes. Ils étaient une quinzaine à peu près. Et ça regroupait tous les métiers, que ce soit le modéliste, le styliste, enfin voilà, tous les métiers du style et de la collection. D'accord, ok. Donc, nous avons eu la phase d'empathie dans la première étape, la seconde étape avec les ateliers. Nous arrivons donc sur la troisième étape et là, je crois que c'est la dernière partie. Est-ce que tu peux nous donner, nous dire comment elle s'appelle et qu'est-ce qui s'est passé dans cette troisième et dernière partie alors? Alors cette troisième partie qui me tient particulièrement à cœur d'ailleurs, c'est la phase de conception. La phase de conception qu'on a appelée d'ailleurs les experts. Donc en fait, c'est la phase de conception d'une capsule audiovisuelle qu'on a appelée les experts. D'accord. Donc et cette phase de conception, elle vient matérialiser, elle vient concrétiser le processus RH qui a été mis en place. Donc elle vient concrétiser finalement d'une autre manière le programme d'expertise qui a été mis en place. Cette phase-là, pour moi, elle est très très importante. Parce que si je m'étais arrêtée et si je m'arrêtais dans mes projets à la conception d'un nouveau processus RH, pour moi, ce serait pas finalisé. D'accord. Ce serait pas finalisé parce que le design, justement, comme je le disais au début, pour moi, il se réduit. Enfin, le design RH se réduit pas au design thinking, à la méthodologie du design thinking. Il va bien au-delà et justement, il va jusqu'à cette phase de conception. C'est-à-dire que on va vraiment créer quelque chose pour rendre tangible, rendre très concret le processus RH qu'on aura pu créer. Sur cette phase-là, moi je me fais toujours accompagner justement d'un designer. C'est pas mon métier. Donc c'est pas quelque chose que moi je peux faire moi-même. Donc d'où l'importance pour moi de m'entourer vraiment de designers et qui que moi je vais introduire en fait dans le projet au niveau à cette phase-là, cette phase de conception. Et là l'idée c'est vraiment donc de venir traduire donc la vision du processus RH qu'on a créé en quelque chose de très concret, de très factuel, de très matériel. D'accord. Donc je m'explique. L'idée là, ça a été de se dire, ok, donc en fait les binômes se rencontrent donc pendant 6 mois à hauteur d'une séance par mois pour échanger. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va en fait traduire ces échanges-là en capsules sous forme de podcast et d'arrêt sur image. D'accord. Donc les séances, en fait, toutes les séances donc ont été filmées et enregistrées. Elles ont vraiment été menées sous forme d'enquête, donc avec des guides d'entretien que j'ai distribués aux 2 personnes du binôme, avec des supports aussi qu'ils avaient et qui étaient travaillés avec l'équipe RH, comme des séries de questions-réponses ou encore des quiz sur des thématiques bien spécifiques, souvent sur de la stratégie ou souvent sur des compétences. D'accord. Et l'idée, c'était vraiment que chacun partage avec l'autre sa vision et son expertise du métier. D'accord. Donc voilà comment vraiment en fait les entretiens entre deux, en tout cas les échanges et les séances ont été menés. Donc tout ça, ça a été enregistré.
Les binômes pouvaient même ajouter, s'ils voulaient, de la création graphique, des récits d'expérience, des jeux interactifs ou encore même la possibilité de faire participer le public. Donc le public, donc c'était les autres collaborateurs, finalement le reste de l'entreprise qui allait les écouter en leur permettant de poser des questions. Donc faire quelque chose de très ludique finalement et de très interactif et de faire, c'était vraiment la possibilité de faire vivre le processus RH qui avait été créé et pour moi c'était voilà, toute la dimension du design RH aussi, elle se retrouve aussi dans la manière de faire ça. D'accord. Et ces entretiens entre binômes, entre experts et leaders, ça durait combien de temps? 15 minutes, 30 minutes, 1 heure plus? C'était 1 heure. D'accord. C'était 1 heure. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, ça veut dire que chaque personne qui passait par là, j'imagine tous, devaient accepter d'être enregistrés et filmés, etc. Ça a dû être difficile comme expérience pour certains ou certaines personnes, non? Ouais, ça a pas été évident. Très honnêtement, il y en a 2 qui n'ont pas voulu se prêter à l'exercice. D'accord. Pour qui vraiment, voilà, il y avait pas de, j'ai pas réussi, en tout cas. À les convaincre, en fait. Donc il y en a vraiment 2 qui l'ont pas fait. Après, c'était un bon exercice parce que finalement, moi, j'étais toujours dans mon rôle aussi de développement des compétences auprès d'eux. C'est-à-dire que là, on pouvait vraiment travailler sur l'affirmation de soi, sur cette posture de leader que j'aime particulièrement. Et je trouve que voilà, c'est pas quelque chose de la posture de leader, quelque chose d'inné. On n'est pas avec. C'est vraiment quelque chose qu'on peut développer. Et c'est pas parce qu'on parle pas fort ou qu'on n'est pas hyper excentrique qu'on peut pas être un leader. C'est vraiment important pour moi cette vision-là du leadership. Pour moi, le leadership, c'est c'était de leur dire, écoute, à travers cet exercice-là, non seulement ça va t'aider justement en termes de prise de parole, mais aussi ça va te permettre d'avoir un espace pour toi, pour t'exprimer, pour affirmer tes idées, pour poser les choses d'une manière tout à fait singulière, c'est-à-dire ne rentre pas dans un rôle, ne rentre pas dans une case, mais sois toi, juste toi-même, pour que vraiment on puisse mieux comprendre toi qui tu es et quel est ton métier à travers toi et comment tu le fais. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionnaient les enregistrements et qu'est-ce qui se passait un petit peu, comment c'était diffusé au sein de la société? Oui, alors chaque séance était enregistrée et montée en parallèle sur une plateforme, donc qu'on a appelé les experts. D'accord. Et qui permettait une édition simple et rapide des podcasts. Un générateur aussi de QR code répertoriait le contenu en ligne directement sur l'intranet de l'entreprise. Donc ça, c'était la manière dont les collaborateurs, dont les gens dans l'entreprise justement pouvaient accéder à ces podcasts. D'accord. C'est vraiment le designer du coup qui s'est occupé de toute cette partie-là. Il s'est vraiment occupé de la création visuelle aussi de la capsule et il a même créé certains objets qui représentaient les métiers spécifiques des créatifs et des financiers. D'accord. Ouais, et sur lesquels on pouvait retrouver en fait le QR code pour accéder au podcast. Donc c'est-à-dire que quand on évoluait dans l'entreprise, on pouvait par exemple arriver dans le showroom parce qu'il y avait donc un showroom qui représentait la collection en cours et je me souviens il y avait une boîte en fait qui représentait il avait créé comme une boîte qui représentait une machine à coudre. D'accord. Et là-dessus, il y avait le QR code et on pouvait, c'était sympa et c'était marrant parce qu'on pouvait vraiment retrouver ce QR code à différents endroits, donc sur des objets un peu symboliques dans l'entreprise. Et là, on a vraiment répondu en plus à ce besoin d'accessibilité et de l'information. Ce besoin vraiment qui avait émergé au début du processus et ce besoin pour les gens de pouvoir avoir accès finalement à des informations de manière assez simple et puis assez ludique aussi. Donc on a vraiment répondu en créant ça à ce besoin-là et ça a beaucoup amusé tout le monde et finalement les gens se sont vraiment prêtés au jeu et finalement derrière tout ça on arrivait justement à transmettre des messages, à transmettre des compétences, à transmettre des informations. D'accord.
Donc, on a parlé des différentes phases, etc. Est-ce que maintenant, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner tes retours sur cette méthode que tu utilises encore aujourd'hui, s'il te plaît? Donc en effet, cette méthode, je l'utilise toujours. J'ai pu constater vraiment que la démarche fonctionnait très bien pour les équipes RH déjà, parce que c'est eux que je soutiens en fait la plupart du temps. Et c'est eux que j'accompagne sur les différentes problématiques avec les équipes. Donc j'ai pu vraiment constater que la démarche fonctionnait bien avec eux pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une méthode appropriable. D'accord. Donc ils peuvent vraiment se l'approprier. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, mon objectif, c'est pas de me dire voilà, je détiens le pouvoir, j'arrive dans l'entreprise, je pars, il continue de fonctionner, mais il continue de fonctionner avec des outils que j'ai pu donner, mais en fait, bon voilà, il n'y a pas de renouvellement dans les outils, dans la méthode. Donc, mon objectif vraiment, c'est que le service RH s'approprie ma méthodologie et je les outille vraiment pour ça, pour qu'ils apprennent en fait ensuite à faire tout seul. Alors évidemment, il n'y a pas que les outils dans le design RH, il y a les compétences, il y a la façon de penser. Donc souvent je reviens, je reviens peut-être une ou deux fois les mois ou les années en fait après mon passage dans l'entreprise pour justement réinsuffler quelque chose et retravailler avec eux et leur redonner quelque chose en plus. Mais voilà, c'est quand même appropriable comme méthode. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, c'est une démarche qui fonctionne bien aussi avec eux parce qu'elle permet vraiment de gagner du temps et d'accélérer les projets. C'est pas forcément l'idée, c'est pas forcément tout de suite de commencer à travailler sur des gros projets qui vont prendre des mois, mais ça va être vraiment en fait de pouvoir expérimenter des nouveautés à petite échelle. Et ça, c'est ce qui leur plaît aussi, de se dire voilà, on a une problématique, hop, très rapidement en fait, on va trouver la solution, mais la vraie solution qui répond au vrai problème. Et c'est ce que vraiment mon approche permet. D'accord. Très bien. Voilà, en tout cas c'est le retour de ce qui fonctionne bien avec les équipes RH. Moi, mon travail vraiment, c'est toujours de leur dire voilà, vous avez un projet, quel qu'il soit, travaillons-le ensemble et voyons comment l'améliorer, ensuite le développer. Et c'est pas forcément, ça va pas forcément prendre des mois et des mois, contrairement parfois à ce qu'on peut penser de cette méthode-là. D'accord. Ok. Je crois que tu l'enseignes aussi, c'est ça, à Catel? Oui, exactement. Le design RH, je l'enseigne alors depuis peu à l'école de design de Nantes. Donc c'est un module donc intitulé Design RH, un module de 2 jours en inter-entreprise. Il existe également en intra-entreprise, ce programme-là. D'accord. Et donc ça, c'est important parce que le fait qu'il soit enseigné comme ça, donc à l'école du design de Nantes, donne aussi encore plus j'ai envie de dire, de légitimité finalement à cette approche-là. Et puis j'enseigne aussi le management d'équipe, mais toujours tourné vers l'expérience employée, à Sup de Vinci à Paris auprès des masters en informatique, UX design, etc. D'accord. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, l'enseignement. Ça vient vraiment en parallèle de mon travail avec les entreprises. Ça me permet vraiment d'être, de pouvoir continuer finalement à transmettre. Ça m'a beaucoup aidé dans mon approche aussi pour vulgariser justement l'approche du design RH. Et c'est quelque chose, de très important dans mon projet en tout cas. D'accord. Et je crois que d'ailleurs, tu l'enseignes dans un autre pays, c'est ça? Oui, c'est ça. Au Québec, exactement. Mon activité, en fait, il y a 3 ans, déjà, elle s'est vraiment mise en place par de nombreux contacts que j'ai pu avoir là-bas au Canada parce que je l'ai trouvée hyper en avance sur plein de sujets RH à l'époque. Et vraiment, c'est là-bas que j'ai découvert le design thinking, par exemple, et plein de personnes incroyables en fait qui ont vraiment jalonné mon parcours ces 3 dernières années. Donc, c'était vraiment très important pour moi de continuer à travailler avec eux. Et d'ailleurs, je me suis associée il y a quelques mois avec une Canadienne avec qui je travaille sur les projets entreprises en France et au Québec. Et du coup, je donne aussi en effet des formations et des enseignements en design RH là-bas.
à D'accord. Montréal. D'accord. Ça veut dire que tu vas fréquemment au Québec ou c'est en distanciel? Oui, alors il y a des choses qui peuvent se faire en distanciel. Après, fréquemment, non. J'y vais pas tous les mois. J'aimerais bien, peut-être, mais non, c'est pas possible. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, voilà, de pouvoir ancrer ça dans la durée, cette manière de fonctionner pour moi. Et oui, d'y aller 1 à 2 fois par an. D'accord. Et donc, au Québec, tu disais qu'effectivement, ils sont très avancés parce qu'il y a le côté américain sur le design. Je sais aussi que leur vision du design est différente de la France. Est-ce que le design RH, c'est quelque chose qui est courant chez eux, qui se pratique de façon courante ou qui est déjà mieux implanté qu'en France? Alors, un peu plus, mais c'est quand même en cours. C'est-à-dire que tu as raison de dire qu'ils ont une vision du design différente de nous. Hmm. C'est beaucoup plus, en tout cas, j'ai aussi l'impression que c'est plus, c'est en tout cas la valeur ajoutée du design dans les organisations, même d'un point de vue design stratégique, est peut-être mieux avancée, mieux comprise. En tout cas, voilà, c'est un peu plus mis en avant. Après, on a quand même au niveau des RH, on a quand même la même chose qu'en France, plus ou moins. D'accord. C'est-à-dire on se heurte quand même à cette histoire de posture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le design RH, il se met en place, il va pouvoir continuer vraiment à se mettre en place avec en tout cas, ça nécessite un changement de posture de la part des RH. C'est-à-dire que là, on va leur demander de plutôt être facilitateurs et de plus se mettre au niveau des collaborateurs. Et il faut arriver à leur faire comprendre que le fait de faire ça n'enlève en rien, en fait, de l'autorité ou du respect finalement des collaborateurs vis-à-vis de nous. Mais il y a vraiment voilà ce switch à faire en fait. D'accord. Donc maintenant nous arrivons à la conclusion, Catel, de l'épisode. Et pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui qu'est-ce que toi ça t'apporte d'utiliser cette méthode du design RH, s'il te plaît? Alors moi déjà, dès le départ, ça m'a vraiment permis de redonner du sens à mon métier. De plus avoir l'impression d'être le hamster qui court dans sa roue, à mettre autant d'énergie tout le temps, à mettre en place des processus que personne ne comprend. D'accord. Bon là je généralise, mais mais ça m'est souvent arrivé. Mais voilà, et ça va. Et c'est pour ça vraiment ça a redonné tellement de sens finalement à ce que je faisais, parce que de redonner du sens aussi aux gens et qui comprennent mieux, qui soient plus engagés dans les processus RH qui sont mis en place, qui même qu'ils en deviennent ambassadeurs. Voilà, ça m'a redonné beaucoup d'énergie. D'accord. Et puis ça m'a fait changer de posture aussi, comme je le disais, d'être plus dans une posture finalement de facilitatrice. Et voilà, je trouve que c'est aussi une posture qui est importante parce que ça permet aussi de redonner confiance vraiment aux collaborateurs et aux gens autour de nous. Donc et puis c'est une autre relation à l'autre. C'est important. Je m'étais aussi formée au coaching pour ça, pour vraiment rentrer en fait avec l'autre dans une relation et un rapport différent, et qui soit moins un rapport de force finalement RH collaborateur. D'accord. Donc voilà, et puis mettre vraiment le design aussi au service des RH me permet aujourd'hui d'avoir, comme je le disais, un impact différent, un impact. J'ai l'impression que c'est moins superficiel, donc c'est vraiment un impact sur la culture. C'est une autre manière. Finalement, pour moi, c'est vraiment une autre manière, au-delà d'une autre manière de penser et de travailler. Finalement, c'est presque une autre manière de vivre. C'est-à-dire que je décorrèle presque plus mon métier et moi, en fait, ma façon de vivre et de penser et de voir les choses. Donc, c'est vraiment, voilà, une façon de vivre et une vision de la vie. Et puis voilà, c'est vrai que ça permet d'amener beaucoup plus d'agilité, de fluidité dans les rapports, dans les organisations, dans la manière de travailler. Donc, ça a vraiment changé. Ça a tout changé finalement pour moi. D'accord. Ça, voilà, ça a tout changé vraiment. Voilà. Et puis c'est vrai qu'en plus, j'apprécie beaucoup, donc comme je le disais aussi en introduction, de travailler avec les designers sur les projets. On travaille vraiment. Moi, dès le début, je voulais pas forcément travailler toute seule.
J'avais vraiment envie de travailler avec un écosystème autour de moi, de pouvoir, voilà, même si j'étais indépendante, travailler, avoir cette sensation de travailler presque en équipe finalement sur des projets. Donc c'est vraiment ce que j'ai mis en place avec la Canadienne, avec qui je travaille aujourd'hui. Mais aussi mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de continuer à développer autour de moi cet écosystème de designers et de pouvoir me dire tiens, là j'ai un projet. Finalement, la conception de la solution finale va nécessiter, je sais pas moi. Du storytelling ou de la visualisation, moi je suis pas capable de le faire. Donc c'est aussi se dire bah tiens, je vais appeler un tel ou un tel, je sais qu'il est bon là-dedans, que ça lui plaît de travailler avec moi sur ce genre de projet, et à ce moment-là voilà, on co-crée comme ça ensemble. Donc ça c'est chouette, c'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi. D'accord. Et puis, je crois que tu voulais reparler aussi des écoles ou des entreprises. C'est vrai que je voulais vraiment parler de ça parce que donc je parlais de l'enseignement qui est important pour moi. En fait, je me suis dit une chose. Je me suis dit voilà, moi aujourd'hui, j'arrive auprès des services RH avec ma casquette de designer RH. Et en fait, plus ça allait, plus je m'entoure aussi de designers dans les associations, dans mon travail. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, peut-être que moi aussi, avec ma casquette RH, je peux aussi leur apporter quelque chose. Et c'est d'ailleurs c'est vraiment ce qui a émergé du cas que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est de se dire ok, pourquoi est-ce que je pourrais pas peut-être les accompagner sur leur posture, peut-être les aider dans leur posture dans l'entreprise, leur aider sur toute la partie stratégique, comment amener leur projet, comment mieux décrypter en fait le top management. C'était vraiment en fait cette idée-là, en fait, de se dire que je pouvais aussi, moi, dans des écoles de design, pouvoir proposer des formations et accompagner les designers sur ces thématiques. D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup, Catel, d'être passée. C'était vraiment très enrichissant de parler avec toi sur ce sujet que je connaissais pas. Et est-ce que tu veux peut-être faire une conclusion rapide pour cet épisode ? Oui, alors merci à toi aussi, Laurent. Ça m'a fait plaisir vraiment de partager ce sujet-là avec toi et puis avec tous les auditeurs. Pour conclure, je dirais finalement que le design RH, c'est mérite de plus en plus à être connu. je vais prêcher la bonne parole pour moi, mais voilà, je pense que vraiment c'est comme je le disais aussi, faire entrer le design par la fonction RH, ça ramène vraiment la dimension stratégique au design, et je pense que voilà, je pense que c'est important aussi comme message qui peut être délivré aussi derrière, de se dire pas que on va au-delà en fait du design de conception, et que finalement la conception elle peut aussi être présente dans différentes strates de l'entreprise, et même à des niveaux très stratégiques comme celui des ressources humaines. Et je pense que c'est important de pouvoir de plus en plus diffuser en fait l'utilisation du design au sein des entreprises de cette manière. Merci beaucoup à Catel d'être venu dans Design Plus pour partager avec toi et moi cette nouvelle méthode, le design RH. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de le partager autour de toi, avec tes collègues, tes amis et surtout tes réseaux sociaux. Tu peux aussi noter le podcast et écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute pour partager ton avis avec les autres designers. Pour continuer à écouter le podcast, recevoir les notifications de cette saison numéro 11, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Voilà, à bientôt, salut!